Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants dans la suite de la conduite à tenir devant un ictère. Dans cette partie, on va aborder les étiologies et l'examen devant un ictère, bien sûr. Donc, on va aborder l'interrogatoire, l'examen clinique, les signes d'orientation, les signes diagnostiques. On va voir les signes de gravité, ce sont les hémorragies, l'hypoperfusion, les états de choc, les détresses respiratoires. Qu'est-ce qu'il s'agit là? Ou bien quels sont les signes de gravité devant un ictère? Bien sûr, quels sont les examens paracliniques à prescrire? Comment allez-vous orienter votre examen paraclinique? Et est-ce que je dois hospitaliser le patient et le traiter ou non? Est-ce qu'il s'agit d'un ictère qui est bénin, qui est passager, ou bien là, il s'agit du critère de gravité? On va, ou bien on doit hospitaliser le patient. Pour répondre à toutes ces questions, on va aborder aujourd'hui cette deuxième partie. Donc, tous les supports sont toujours disponibles à la description à télécharger, mes chers amis. Je vous invite toujours à abonner si vous n'êtes pas encore pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et bien sûr, je demande maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. C'est pour votre bénéfice, mes chers amis. Donc, bien sûr, comme toute démarche et diagnostic, on commence d'abord, ça nous fait rappel de la sémiologie, de l'examen clinique. On commence bien sûr avec de l'interrogatoire. Donc, ça va porter le nom, le prénom, l'origine, l'adresse, surtout la profession. Notez bien. Donc, ça, c'est les notions des voyages, le contact avec les agents infectieux, le mode d'apparition de l'ictère. Est-ce qu'il a apparu de façon aiguë ou bien de façon qui est chronique? Les caractéristiques de la fièvre. Intensité, le mode de début, est-ce qu'elle est brutale, est-ce qu'elle est insidieuse, la forme, donc ça nous fait rappel aux plusieurs formes des fièvres, ondulantes, fièvre en plateau, fièvre paradoxale, donc tout ça vous allez rechercher. Les signes accompagnateurs, est-ce qu'il s'agit là de frissons céphalées, des arthromyalgies, ce sont des signes de déshydratation. Donc, est-ce qu'il s'agit là de douleurs abdominales, surtout au niveau de l'hypochondre droit? Donc, ça va guider votre diagnostic vers une pathologie hépatique, bien sûr. Donc, c'est un type de douleur là, c'est de la colique hépatique, c'est l'irradiation vers l'épaule. Là, c'est la douleur en épaulette. Donc, je vous invite à consulter le cours de la sémiologie de colique hépatique pour plus d'informations sur les douleurs abdominales dans l'hypochondre droit. Donc, votre interrogatoire va se continuer avec les antécédents médicaux et chirurgicaux. Donc, vous êtes habitué à ça maintenant. Donc là, il s'agit de l'anamnèse policière. Recherchez toutes les notions, tous les critères qui peuvent argumenter votre diagnostic. Les antécédents de lithiase pour favoriser la notion de cholestase. Les maladies chroniques, diabète, hémopathie, hépatopathie précédente. Tout ça, ça va vous orienter vers une pathologie intrahépatique, extrahépatique. Est-ce qu'il s'agit là de l'hémolyse, notion de comptage? Donc, vous allez rechercher tout. Les habitudes de vie, bien sûr, c'est l'éthylisme chronique, le tabagisme, la notion de toxicomanie. Donc, les habitudes traditionnelles. Donc, soit il s'agit de scarification ou bien de l'acupuncture. Donc, tout ça, ça va être retenu ou bien noté par vous pour argumenter votre diagnostic. Donc, ces acupunctures, bien ces scarifications-là peuvent être l'origine d'infection. Donc, c'est d'introduire des agents pathogènes. Le piercing, le tatouage et même les comportements sexuels à risque, c'est de l'hépatite là. On avait vu précédemment dans les la conduite ou bien les accidents exposant au sang, on avait dit que certaines pathologies comme de l'hépatite peuvent être transmises lors d'un contact sexuel. Bien sûr, la prise médicamenteuse, il existe une relation étroite entre le foie et les médicaments. L'hépatotoxicité, c'est à craindre et surtout devant les plantes médicinales. Faites attention à l'herbothérapie. L'herbothérapie peut être la cause là de la mort, malheureusement. Donc, c'est cette herbothérapie-là, il s'agit des produits qui sont hépatotoxiques. Lorsque ces produits-là ou bien ces plantes sont ingérées de façon massive, ils vont donner une hépatolyse qui est aiguë, sévère, irréversible. Malheureusement, ils peuvent causer la mort du patient. Donc, faites attention. Il faut
Informer le patient sur la néfacité de cette herbothérapie, de ces plantes médicinales. Donc, c'est à éviter. Recherchez aussi la notion de transfusion sanguine qui est inférieure à 6 mois. Donc là, il peut s'agir d'un risque transfusionnel ou bien accident transfusionnel. Nous allons voir ça dans le module d'hématologie, les soins dentaires, les voyages récents, surtout dans les zones paludiennes, donc les zones impaludées, donc les zones palustres, le statut vaccinal, surtout contre l'hépatite B. Ça nous fait rappel au TD précédent, on avait parlé des obligations de vaccination devant l'hépatite B. Donc ça, c'était l'interrogatoire. Je répète, vous devez déceler toutes les informations que vous pouvez. Donc, tout ce que vous pouvez retirer des patients, donc vous devez le noter. Deuxièmement, votre examen clinique. Donc, premièrement, vous allez évaluer l'état général du patient, mesurer la température, donc inspecter, comme on avait vu précédemment, les téguments et rechercher aussi les conjonctifs. Faites attention, les conjonctifs, n'oubliez pas ce critère. Recherchez les signes de gravité. Donc, est-ce qu'il s'agit là des hémorragies cutanées ou muqueuses, des signes d'hypoperfusion, signes de choc, hypotension pincée, un pouls rapide, extrémité froide, démembrure. Donc, ça nous fait rappel à la physiopathologie de l'état de choc, bien de l'hypoperfusion. Et on avait vu ça dans le choc septique. Je vous invite à consulter le cours de choc septique où on avait parlé les deux phases chaude et froide avec détail. Les signes de détresse respiratoire, ils sont toujours de gravité. Donc, les dyspnées, les battements des aédinés, le tirage cisternal, la cyanose, tout ça, ce sont des signes d'insuffisance respiratoire. Donc, les signes ou bien les troubles neurologiques, les signes d'encéphalopathie, les troubles de conscience, l'astérixie. Donc, tout ça, ce sont témoins d'une atteinte encéphalopathique. Donc, je vous invite à consulter le cours de l'encéphalite virale où on avait parlé de le rôle de l'hépatite, ou bien de pathologie hépatotoxique dans la synthèse ou bien dans la genèse des encéphalites et des troubles neurologiques. Aussi rechercher un abdomen chirurgical, soit d'une défense ou bien d'une contracture. Là, il peut s'agir là d'une péritonite, là, et ce sont bien sûr des signes de gravité. Donc, deuxièmement, l'examen clinique. Mesurez votre température, inspectez les téguments et les conjonctives. Notez bien l'état général du patient. Recherchez tout ce qui est urgent, tout ce qui est signe de gravité. Là, il s'agit d'une urgence thérapeutique et diagnostique comme on avait vu précédemment dans la première partie. Donc, l'examen clinique se continue avec la palpation dans l'hypochondre droit. Recherchez une douleur à la palpation de l'hypochondre droit, c'est le signe de Murphy. Donc, ça, c'est de la sémiologie gastrique. Je vous invite à consulter le cours de sémiologie des douleurs hépatiques. Donc, et rechercher l'hépatomégalie. De quelle consistance s'agit-il? Est-ce que là, c'est une hépatomégalie de consistance ferme? Est-ce que le bord, il est tranchant? Donc, tout ça, ça va orienter vers une pathologie. Calculez aussi votre flèche hépatique en recherchant cette hépatomégalie. Palpez aussi s'il existe là une grosse vésicule. Donc, ça va témoigner de cholestase. Ça, c'est de la sémiologie des cholestases. Recherchez aussi de la splénomégalie. Elle peut être existante devant les infections, devant du paludisme, le prurite, les colorations des urines et de sel pour dépister est-ce qu'il s'agit là d'une ictère à bilirubine conjuguée ou non. Recherchez les signes hémorragiques, c'est la purpura, la gingivorasie, les épistaxis, les hématuries. Donc, recherchez les signes d'acide. Cherchez votre angiome stellaire, ça c'est de l'angiome stellaire. Cherchez de circulation veineuse. Donc, ça va témoigner d'une hypertension portale. On va aborder tous ces critères-là en gastrologie. Donc, restez abonnés, mes chers amis, pour les prochains modules. Aussi, recherchez une masse
abdominale qui est palpable. Recherchez les adénopathies et bien sûr, on termine toujours l'examen digestif par deux touchés rectal. N'oublie pas ça. Donc, c'est l'examen typique gastro-digestif typique. Donc, recherchez les signes, là, recherchez l'hépatomégalie, l'esplénomégalie, les signes d'insuffisance hépatique ou bien d'un trouble de circulation, de HTP, d'hypertension portale. Tout ça est à rechercher dans votre examen clinique. Donc, j'espère que vous avez noté tous les points forts concernant l'examen clinique. Et maintenant, on va argumenter notre examen paraclinique. Donc, premièrement, on commence avec de la biologie. Donc, les examens biologiques, les examens radiologiques et les examens microbiologiques pour rechercher de l'agent pathogène. Premièrement, comme biologie, bien sûr, vous allez doser la bilirubine totale, bilirubine directe et bilirubine indirecte pour rechercher la prédominance, comme on avait vu. Il s'agit d'un nictère à bilirubine directe si le taux est supérieur à 70%. La même chose pour la bilirubine indirecte. Recherchez le taux d'azate et alate, transaminase, le phosphatase alcaline et le gamma-GT qui va être très élevé devant un terrain d'alcoolisme et bien sûr de lésions hépatiques. Aussi rechercher ou bien prescrire de la numération formule sanguine. Rechercher les réticulocytes. Est-ce qu'il s'agit là d'une anémie régénérative ou non régénérative? Donc ça va témoigner ou bien on va voir ça en hématologie avec détail dans les anémies. La CRP pour rechercher l'inflammation. Le taux de prothrombine. Donc, celui de la fonction hépatique, il devrait être au-delà de 70%. Créatinémie, glycémie, bien sûr, troubles métaboliques. D'autres, comme la vitesse de sédimentation, l'aptoglobine, l'ionogramme et les électrophorases des protéines. Donc, tout ça sont des examens cliniques pour rechercher des lésions hépatiques, rechercher certains critères qui témoignent de l'hémolyse, certaines réactions inflammatoires, des maladies des systèmes. Donc, tout ça, c'est à rechercher dans la biologie, premièrement. Deuxièmement, dans la clinique, comme examen radiologique, c'est l'échographie abdominale en première intention. Comme vous voyez là, c'est très utile pour déceler ou bien de visualiser les lithiases. Donc, c'est un examen invasif, un examen accessible, un examen facile. Donc, ça nous fait rappel à la radiologie en troisième année. Donc, premièrement, l'échographie, ça va, bien, ça reste un examen de première intention, toujours devant une douleur biliaire, suivi par de la TDM abdominale pour dépister les masses. Est-ce qu'il s'agit là d'une masse? Est-ce qu'il s'agit du cancer bien d'une tumeur de la tête, du pancréas, malheureusement? Faire de bili-IRM pour rechercher le syndrome de cholestase, ou bien pour rechercher les douves. Est-ce qu'il s'agit là d'un obstacle dans les voies biliaires externes? Donc, aussi, l'écho, endoscopie, la cholangiopancréatographie, bien sûr, rétrograde. Donc, la CPRE, tout ça, nous allons aborder dans les explorations du système digestif au module de gastrologie. Donc, première intention biologique, deuxième intention radiologique. Donc, je vous invite que vous notez les grands titres là. Donc, vous devez argumenter votre examen paraclinique. Dernièrement, les examens microbiologiques, bien sûr, les hémocultures. Il peut s'agir là d'une bactériémie. La sérologie, on rencontre l'hépatite A, l'hépatite B, C, E et D, cytomégalovirus, du VIH, et bien sûr contre le paludisme, faire de frottis sanguin périphérique et de la goutte épaisse. Donc je vous invite à consulter le cours du paludisme. Donc on avait admis le frottis sanguin périphérique avec de la goutte épaisse comme diagnostic de certitude ou bien direct paludisme. Là, ces deux plaques, ils résument tout ce qu'on avait dit juste maintenant. Donc, ça, c'est l'intérêt. Pourquoi on fait ces examens? Donc, on récapitule. Rechercher la bilirubine directe. Donc, à prédominance indirecte, c'est de l'hémolyse. Un taux de bilirubine à prédominance directe, c'est de d'origine hépatobiliaire. Donc, là, l'énumération de formules sanguines pour rechercher du sepsis. Je vous invite à consulter le cours du choc septique. Rechercher une leucopénie. Est-ce qu'il s'agit de virose, la thrombopénie,
l'éosinophilies en cas de parasitose de douve. Faites attention, devant les douves, il s'agit là d'une éosinophilie. Je vous invite que vous notez ce point-là. Donc, devant un parasitose, une hyperéosinophilie, ça va témoigner là d'une douve ou bien de passage vers le sang. Recherche de fer surique pour argumenter de l'hémolyse. L'aptoglobine, ça aussi c'est de l'hémolyse. Donc ça, ce sont les compositions de l'hémoglobine. Les fonctions hépatiques, azate et alate, les transaminases, ça va témoigner de cytolyse. Bien sûr, là, c'est du cholestase, de phosphatase alcaline et le gamma GT. Le bilan de l'hémostase, bien sûr, c'est le taux de prothrombine, la fonction hépatique et bien sûr les fonctions rénales, l'urée, créa. Ah, les examens échographiques, donc comme on avait dit, pour rechercher du lithiase, un abcès, dilatation des voies biliaires extra-hépatiques, parfois intra-hépatiques. Donc, rechercher des nodules, des kystes hépatiques, la splénomégalie, l'adénopathie, l'acide. Donc, tout ça, c'est l'intérêt de l'échographie hépatobiliaire. Deuxièmement, la TDM. Donc, c'est la précision, comme je vous ai dit, soit de masse de tumeur, de lithiase ou bien de thrombose. Donc, la TDM, c'est un examen basé sur la densité. Je vous dis tout ça toujours. Il est très utile pour le dépistage des masses, pour mieux visualiser les structures osseuses. Donc, des lithiases ou bien des thromboses qui peuvent s'agir là au niveau hépatique. Là, la CPRE, donc c'est pour rechercher un trécissement tumoral, une inflammation dans le pancréas. Donc, ce sont les examens spécifiques au pancréas. Nous allons voir ça en détail en gastrologie. La bili IR1, bien sûr, pour rechercher des calculs des lithiases de n'importe quelle pathologie, obstruction là, parfois qui est tumorale. Donc, ça, ces deux plaques-là, ils vont résumer tout ce qu'on avait dit dans cette conduite, oui, devant l'argumentation de l'examen paraclinique. Donc, ça, c'est de l'examen clinique. Et voici là un tableau récapitulatif de tout ce qu'on avait dit. Donc, là, ce sont les examens paracliniques. Là, c'est la conduite à tenir. On avait vu ça dans la première partie. Devant un ictère à bilirubine libre. Donc, évoquer l'hémolyse ou bien évoquer le déficit en conjugaison. Donc, c'est les maladies du nouveau-né, Gilbert, maladie de Crigler-Najjar. Deuxièmement, le bilirubine, ou bien l'ictère à bilirubine direct. Donc, soit un cholestase intra ou extra-hépatique. Donc, c'est les voies biliaires à l'échographie qui vont apparaître dilatées ou non dilatées selon le cas. Là, c'est l'ictère mixte. Donc, c'est un déficit constitutionnel. Là, il s'agit soit de maladie de Dubin-Johnson ou bien d'un déficit d'une étape intra-hépatique de la synthèse du bile. Donc, tout ça, on avait vu précédemment. Donc, c'est un tableau qui va récapituler tout ce qu'on avait dit dans ces deux parties. Notez bien l'analyse des signes cliniques et leur contexte. Ce sont les examens ou bien les examens biologiques aussi simples comme l'échographie. Ça, ce sont des clés de la démarche diagnostique. Donc, il ne faut pas banaliser le rôle là de votre interrogatoire, de votre signe clinique devant, de votre intuition, de votre réflexe et surtout l'échographie. Je vous ai dit, ça reste un examen clé devant une douleur abdominale, surtout hépatique. Donc, faites attention à ce point-là. Dernièrement, avant de conclure, on va voir les urgences médico-chirurgicales. Quand allez-vous, c'est la dernière compétence dans cette conduite à tenir. Devant quelle situation allez-vous hospitaliser votre patient là? Donc, premièrement, du sepsis grave à bacille gram négatif. Et on va l'aborder avec détail dans le cours du sepsis à bacille gram négatif. Donc, devant la clinique, donc ça c'est dans le cours, on va l'aborder. L'hémoculture, bien sûr, c'est un examen clé et la recherche de la porte d'entrée. Et comme traitement, comme nous allons aborder en détail, donc faites attention là, c'est la bi-antibiothérapie intraveineuse. Là, il s'agit du sepsis grave à bacille gram négatif. Et bien sûr, les mesures de réanimation médicale devant ces
sepsis là, car il s'agit là de détresse respiratoire et la perturbation des signes vitaux comme nous allons voir. Parfois, c'est du sepsis aussi qui est origine anaérobique aussi. L'exemple le plus fréquent, c'est le Clostridium perfringens en cas du postpartum. Donc, c'est un sepsis grave avec une insuffisance rénale aiguë. Toujours, c'est de l'hémoculture pour argumenter ou bien pour vous diagnostiquer, pour poser votre diagnostic positif de certitude. Le traitement, c'est l'antibiothérapie adaptée, bien sûr, avec les mesures de réanimation médicale devant les états de sepsis. Autre cas, c'est devant l'hépatite fulminante. Donc là, il peut s'agir d'une encéphalopathie hépatique. Donc c'est le syndrome, par exemple, hémorragique. Donc devant une encéphalopathie hépatique sévère, donc ça va témoigner du malfonctionnement qui est grave du foie. Donc ça va donner du syndrome hémorragique par déficit de facteurs de TP, de prothrombine. On va aborder ça en hématologie dans la physiologie de l'hémostase. Le facteur 5 va être bas, une cytolyse majeure, une insuffisance hépatocellulaire. Donc, faites attention là. Il faut prendre en charge en soins intensifs. Le traitement là, il peut faire le recours parfois vers la transplantation hépatique. Donc, l'hépatite fulminante reste là une urgence. On peut la retrouver dans des rares cas devant des virus de l'hépatite. Les urgences aussi, c'est de l'angiocolite. Donc, ça nous fait rappel à la sémiologie de douleur. Ça peut évoluer vers les complications du choc septique ou bien de la pancréatite aiguë. Donc, c'est le coup de tonnerre dans un ciel aérien. Faites attention, on avait vu ça en sémiologie en troisième année. Là, l'angiocolite, elle peut évoluer vers un obstacle total des voies biliaires et ça va donner de la pancréatite aiguë. C'est comme complication et c'est grave. Donc, elle est caractérisée par la triade de Charcot. Donc là, c'est une douleur à l'hypocondre droit, une fièvre plus un ictère. Notez bien la triade de Charcot. Ça va témoigner là d'une angiocolite. Aussi, lorsqu'il existe des antécédents de lithiase vésiculaire ou bien de polycystictomie, l'échographie va vous montrer une dilatation du voie biliaire principale. Donc, notez bien, devant un cholestase, là, c'est la dilatation des voies biliaires principales. Une hyperleucocytose, recherchez des hémocultures, faites attention. Et bien sûr, là, le traitement par les antibiotiques et les complications à craindre, faites attention aussi du choc septique. Je vous invite à consulter le cours de choc septique, de la pancréatite aiguë qui est une urgence vitale aussi. Et la prise en charge là, elle est chirurgicale, donc devant cette angiocolite, et bien sûr des mesures de réanimation. D'autres critères graves, c'est devant, ou bien d'autres critères de gravité, c'est devant un paludisme qui est grave. Donc là, la notion, c'est du retour d'un pays tropical. Les troubles de conscience, ça va témoigner vers un accès de neuropalustre. Signes neurologiques, faites votre frottis sanguin périphérique. Faites votre goutte épaisse pour poser le diagnostic du paludisme là. Le traitement en antipaludien urgent. Et faites attention, le paludisme, il est à déclaration obligatoire. N'oubliez jamais la déclaration obligatoire devant les maladies qui nécessitent ça, devant l'infectiologie. Donc c'est primordial et c'est médico-légal. Dernier critère de gravité, c'est devant la fièvre hémorragique, devant un arbovirus. Donc ça suit du retour d'un pays tropical, c'est de la fièvre, un syndrome hémorragique et de l'ictère. Donc ces signes de gravité là, c'est du sepsis, l'hépatite fulminante, l'angiocolite, le paludisme et la fièvre hémorragique. Je vous invite à les noter. Là, ce sont des critères ou bien des notions là où l'hospitalisation doit être faite en urgence. Donc, tout ça, ce sont des critères de gravité, d'urgence. Là, c'est les critères d'hospitalisation. Là, c'est où vous allez hospitaliser votre patient. Dernière plaque. Faites attention.
La clinique et la biologie permettent de différencier entre hémolyse et cholestase. Ça, c'est primordial comme compétence. Ça, c'est ce que vous êtes censé de retenir devant cette conduite à tenir. L'imagerie abdominale permet de différencier entre un cholestase intra et extra-hépatique. C'est le rôle de l'échographie. Notez bien, c'est un examen très utile. Donc, faites le recours à l'échographie tant que vous l'avez. C'est un examen facile, c'est un examen accessible, un examen sans risque, donc sans effet secondaire. Les principales étiologies infectieuses, donc c'est les viroses, par exemple, c'est le leptospirose. Je vous invite à consulter la cour de leptospirose, les angiocolites et du paludisme. Certains ictères nécessitent une prise en charge urgente, médicale ou chirurgicale. Ce sont celles-là du sepsis, angiocolite, l'hépatite fulminante, du paludisme et de la fièvre hémorragique. Vous êtes censé de les garder en tête. Il peut s'agir là d'une question d'examen aussi. Dernièrement, devant des signes de gravité ou bien un taux de prothrombine, lorsque ça va témoigner là d'une insuffisance hépatique aiguë, sévère, tout ça, ce sont des critères d'hospitalisation, même parfois du greffe hépatique, une transplantation hépatique. Donc, ça, c'est tout pour la conduite à tenir devant un ictère. Donc, c'est facile, il faut juste être méthodique, maîtriser votre physiopathologie pour différencier des deux ictères. Est-ce qu'il s'agit de l'hémolyse ou bien du cholestase? Faire le recours à votre examen biologique et même échographique, radiologique, donc pour mieux déceler. Et bien sûr, faites votre examen bactériologique pour incriminer l'agent pathogène. Et vous êtes censé de diagnostiquer ou bien de savoir noter ces critères-là de gravité, ces formes urgentes-là. Donc ça, c'est l'indication à l'hospitalisation. Je vous remercie, mes chers amis, pour votre attention. C'est toujours un honneur de vous rencontrer. Je vous souhaite le bon courage dans vos études. Je vous rencontrerai prochainement dans d'autres cours. Merci, mes amis, et à la prochaine.